Sandrine Bertagnan, romancière et pagérienne. Bonjour, vous êtes sur Rivage, Rive est à la page, l'émission littéraire de Rive FM. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Sébastien Julian, qui nous vient de Grenoble, donc merci déjà de s'être déplacé jusqu'à Rive de Gier. Merci à vous pour votre accueil. Ainsi que Nelly Burglin-Razic, qui est son agent. Alors c'est assez rare en France, on va en parler du rôle de l'agent littéraire. Merci Nelly d'être présente aujourd'hui sur Rive de Gier avec nous. Oui, bonjour Sandrine, je suis ravie effectivement d'être là pour accompagner aujourd'hui Sébastien. C'est un grand plaisir pour moi de revenir sur Rive de Gier. Je ne suis pas ripagérienne, mais je connais très bien cette ville et c'est vraiment agréable pour moi d'y revenir aujourd'hui et répondre aux questions de Rive FM. Une ripagérienne de cœur qui s'est beaucoup investie dans le domaine de la culture et par rapport à la bouquinerie de la Passerelle et aux rencontres avec les auteurs. Alors cet auteur aujourd'hui, c'est Sébastien. Sébastien se définit lui-même dans ses propres livres quand on lit le champ de la biographie comme un métalleux, footballeux, informaticien. Alors est-ce que cette définition vous correspond ? Ça fait une grosse caricature, mais je pense que ce qu'on peut en déduire, c'est qu'au final, j'aime avoir plusieurs vies et plusieurs activités très diverses. Puisque oui, on se doute que la littérature n'a pas trop sa place au milieu de tout ça. Pas forcément. En tout cas, pas forcément. Mais la littérature s'est initiée assez récemment, finalement, dans votre parcours, puisque c'est en 2016 que vous avez commencé à écrire. Déjà 3 livres à votre actif, 3 thrillers. Le premier, Dualité, le deuxième, Le berceau des ténèbres, et le troisième que nous présentons aujourd'hui est Des profondeurs, je crie vers toi. Ah oui. Alors, Le berceau du talion, et le deuxième. J'ai dit une sottise Oui. déjà, pour commencer. Bon, mais c'est pas gênant. Ça aurait pu. Ça aurait pu être le Ça titre. aurait pu. Alors, effectivement, c'est venu tard, alors du moins l'écriture. La lecture, c'est quelque chose que j'avais laissé un petit peu de côté pendant mes années un peu étudiant. Après, j'ai fait plein d'autres choses, la vie professionnelle. C'était difficile de caler un moment en fait, pour trouver une place pour cette activité. Et en fait, en changeant d'emploi en 2016, c'est en prenant le train pour aller sur mon lieu de travail que je me suis dit, il faut me remettre à lire et pourquoi pas tenter effectivement d'écrire mes propres histoires, parce que j'ai toujours eu par contre beaucoup d'imagination et l'envie de mettre mes idées sur le papier, mais pareil, pas forcément le temps. Et là, j'avais le bon moment, j'avais le bon créneau. Et puis voilà, ça commence. Oui, comme puis ça. vous le dites aussi dans la biographie, au final, quand vous lisez une histoire, vous avez tendance à la réécrire à votre sauce et à la transformer. Alors, quitte à retransformer un matériau écrit par quelqu'un d'autre, peut-être, pourquoi pas, se lancer complètement dans son univers, et votre univers est riche. Alors c'est ça, moi je peux par exemple lire 10 pages et puis au bout d'un moment être parti dans mes délires, réinventer les personnages, l'histoire, imaginer une fin. Donc c'est vrai que la lecture pour moi c'était quelque chose de compliqué, j'avais du mal à être concentré et j'étais toujours pris par justement mon imagination et c'est vrai que c'est quelque chose qui est venu tard, il a fallu, j'ai envie de dire, le bon moment. Et à partir du moment où je me suis dit, je vais essayer d'écrire, c'est là aussi où je me suis dit, qu'est-ce que j'aime dans la littérature, dans le cinéma, dans la vie réelle, dans les faits divers. Et voilà, j'ai essayé de faire un petit cocktail avec tout ça. Un petit cocktail avec tous les ingrédients qui vous plaisent. Et cette dualité qui apparaît finalement dès le premier roman. On a l'impression que vous êtes plusieurs dans votre tête. Et vous apparaissez même à l'intérieur de vos propres romans. Parce que le personnage a un nom finalement qui ressemble beaucoup au vôtre. Sébastien Julian, c'est devenu Julien Servian. On s'aperçoit même qu'il se présente à certains endroits sous le vrai nom de Sébastien Julian. En général, pour faire justement tout ce qu'il n'assume pas dans la vie réelle. On a l'impression que c'est un peu votre passager noir, quoi. Un truc à la Dexter, vous avez... Il y a une ambivalence. Il y a un petit peu de ça, je pense qu'il y a un côté aussi manipulateur vis-à-vis du lecteur. Et puis moi j'aime jouer, je suis un gros joueur aussi, donc c'est une manière effectivement parfois de me mettre en scène. Alors, comme un avatar en quelque sorte. Ça peut être ça, je peux m'imaginer dans la scène, je peux m'imaginer tout simplement regarder la scène, et je peux m'imaginer parfois aussi
être là pour dénoncer certaines choses, parce que c'est aussi le but de mes romans. Il n'y a pas qu'un côté noir, même si ça Ce reste... n'est pas gratuit, c'est Voilà. au service en fait d'une défense d'idées personnelles. Exactement. Je pense que voilà, toute forme de violence qu'on peut trouver dans un thriller, dans un roman policier, pour moi, elle doit toujours avoir un sens. Elle doit amener à la réflexion, c'est-à-dire que c'est aussi pour dénoncer des thèmes qui sont très importants, qui sont chers. Et ces thèmes-là donc, qui reviennent sont souvent orientés sur la justice. Hein. On a l'impression une sorte de colère quand même qui apparaît à travers notamment tous les discours intérieurs des personnages qui essayent justement de punir, de châtier, de se substituer à ce que les hommes n'ont pas forcément réussi à faire. Cette colère-là, on la ressent quand même, surtout dans les deux premiers, et puis avec l'histoire du talion, hein, œil pour œil, dent pour dent. Donc, seriez-vous un justicier au final dans vos livres ? Il y a un petit peu de ça. J'imagine en fait ce que pourrait être ma propre idée de la justice, mais encore une fois, je la défends pas, je la soumets. C'est-à-dire, c'est une manière de dire au lecteur, tiens, et si ça se passait comme ça, comment est-ce qu'on pourrait être amené à réagir ? Effectivement, je suis assez révolté, c'est le terme qui va bien, parfois parce que je peux voir ou lire. Voilà, je prends cet exemple, mais j'étais dernièrement au procès de Nordal-Lelandais, meurtrier de la petite Maëlys, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a assez... c'est une histoire qui m'a vraiment estomaqué. Et je pense que tout ça vient aussi de mon adolescence où des affaires très connues comme celle de Grégory, je pense qu'au fond de moi, je me suis dit, il y a quand même une forme d'injustice en France. D'une part parce que souvent on ne trouve pas les coupables, et surtout aussi, finalement quand on les a, on a toujours ce sentiment que tout n'a pas été au bout. Voilà, donc j'ai essayé de mettre des histoires un petit peu similaires dans mes romans, même si tout reste de la fiction. Je pense qu'à chaque fois, on s'inspire forcément de faits réels. Alors on peut les modifier, on peut imaginer aussi des choses qui ne se sont pas produites, mais qui auraient pu se produire. C'est ce que j'essaye de faire. Et j'essaye souvent, encore une fois, de ne pas forcément affirmer mon point de vue, mais plutôt de laisser le choix au lecteur, de se dire finalement si cette forme de justice c'était ce que je décris, comment est-ce qu'il réagirait et est-ce qu'il trouverait qu'effectivement c'est peut-être une bonne solution ou pas. Une justice qui échapperait aux hommes pour être davantage pratiquement divine au final. Hein. Alors voilà, ça c'est dans le dernier roman, Des profondeurs je crie vers toi, je tire aussi vers cette explication, c'est-à-dire un petit côté fantastique, ésotérique, surnaturel, on peut l'appeler comme on veut, mais une manière de dire si finalement nous les hommes on n'est pas capable de se faire justice, est-ce que quelqu'un d'autre peut nous y aider ? Et forcément, qui dit justice, dit recours à la violence, châtier le mal par le mal. Donc parfois, ce sont les personnages qui assument évidemment cette prise de position. Mais on sent quand même que du coup, cela explore à peu près toutes les marges que la société laisse à l'état de faille. Ce que la police ne peut pas faire, ce qu'un avocat va réussir finalement à obtenir pour son accusé alors qu'il le savait coupable. Ça pose ce type de questions-là. C'est toujours dans l'univers de Grenoble, Chambéry, les montagnes, donc autour de chez vous. Pour autant, on vous sent du coup très, très présent, très investi par rapport à ces enquêtes et au choix que font les personnages de finalement franchir la ligne pour se faire justice eux-mêmes. Il y a cette forme du coup de colère dont vous disiez, c'est inspiré par ces enfants qui sont des martyrs. Et des thématiques qui reviennent, comme la thématique du viol, comme la thématique du harcèlement, qui sont des sujets qui vous préoccupent. Exactement. J'essaye même souvent dans un roman de ne pas aborder uniquement un thème. Voilà, par exemple, effectivement, dans Le berceau du talion, il y a le viol, le harcèlement, la cybercriminalité, il y a une réflexion aussi finalement sur les hommes de pouvoir et la manière parfois dont ils peuvent entre guillemets passer sous silence en fait certaines choses qui sont très graves.
Moi, j'essaye toujours de penser aux victimes et aux familles des victimes. Et je me dis que il y a une forme de colère, oui, et de frustration par rapport à cette justice qui est très rarement quand même aboutie. Et voilà, j'ai toujours cette réflexion de mettre des personnages qui vont effectivement aller dans cette idée-là. J'ajouterais même que vous donnez la parole aux victimes puisque vous utilisez ce subterfuge d'avoir des journaux perso, intimes, dans lesquels ils se confient. On voit par exemple dans le berceau du talion Valentin Monge qui écrit sa souffrance, son calvaire, etc. avant que l'affaire ne dépasse totalement son point de vue personnel. Et le petit Andy, dans le dernier livre Des profondeurs, je crie vers toi, qui lui aussi dans un journal va faire en sorte qu'on sache ce qu'il vit, quelles sont ses souffrances et d'incriminer la personne qui en est responsable. Ce recours à l'écriture, c'était important de mettre cette mise en abîme, une écriture à l'intérieur du roman. Alors, c'est important, effectivement, quand on parle avec des mots soit d'adolescents, soit d'enfants. Alors, il faut savoir aussi que Andy, c'est le prénom de mon fils. Donc, alors, bien sûr, il n'y a rien d'autobiographique dans tout ça, mais... Il vaudrait mieux pas. Voilà. Mais c'était une manière, finalement, voilà, je dirais que j'ai un peu écrit à sa place. Le fait de prendre son prénom, ben, je le visualisais en train de souffrir, et ces mots, c'est un peu les siens. Et c'était plus facile pour moi, même si forcément, c'est aussi une souffrance d'écrire tout ça. Faut aller le chercher, faut l'assumer. Mais j'essaye toujours, voilà, que ce soit très réaliste, très crédible. Et effectivement, quand on reprend les mots d'un enfant pour exprimer la souffrance, je pense que rien de tel, effectivement, oui, qu'un journal intime, ou comme vous l'avez dit, Valentin, lorsqu'on est dans les dernières pages de son journal intime avant son suicide, effectivement, c'est très prenant. Et est-ce que c'était fait exprès de reprendre le prénom de Valentin dans le deuxième livre pour un enfant qui attrape du coup le fusil à pompe de son père pour aller se faire justice lui-même quand il regarde un documentaire? Et il y a le même prénom, je me suis dit, c'est peut-être des personnages récurrents d'une histoire à l'autre finalement, comme Sébastien Julien en tant qu'avatar qui réapparaît lui aussi dans le berceau, dans Des profondeurs, je crie vers toi, et qui passe en fait dans le village et croise les autres personnages. Ouais. Ça donne une espèce de trame. Ouais, c'est une manière parfois aussi de, comme je disais tout à l'heure, finalement de rentrer dans l'histoire à un moment donné, de m'immiscer, de venir en fait un petit peu... alors, en général, c'est pour passer un message, hein, mais j'aime bien ce côté-là. C'est un peu, je prends toujours cette comparaison, c'est un peu comme quand vous regardez un film et que d'un coup, un acteur fait un clin d'œil à la caméra. Voilà, et vous vous dites... il se sait observer et voilà. En fait, ça vous permet, vous, d'alerter ou d'interpeller le lecteur. C'est ça. Il y a un côté un petit peu aussi surprenant. L'idée surtout, c'est de venir surprendre le lecteur, d'apporter comme ça quelques petites touches en fait de surprise. Un peu style jeu vidéo où d'un coup c'est à la première personne. On a vraiment l'impression que c'est très cinématographique au final. Oui, exactement. Et puis avec une bande son qui est Slipknot. Alors, dans les... Un peu Guns N' Roses. Je mets beaucoup de références musicales. J'ai toujours écrit en musique, du moins ces 3 premiers romans. Je m'inspire beaucoup aussi des paroles, même si ça, c'est des références cachées. Dualité n'était pas si cachée. Voilà, ça. Dualité, par exemple, c'est c'est le titre d'une chanson. Et si vous écoutez les paroles, vous verrez que il y a un lien. Il y a forcément un lien. Ça m'aide souvent à construire les personnages, par exemple. En lisant ces paroles, je me dis, tiens, qui pourrait les prononcer? Et puis je construis le personnage comme ça. Je me dis, comment est-ce qu'il pourrait en arriver à cette étape de sa vie pour parler comme ça? Et c'est un petit peu comme ça que je crée mes personnages. C'est souvent à partir de chansons. Et est-ce que vous recommanderiez du coup au lecteur d'écouter la BO du film en même temps du livre? Ouais, d'ailleurs, je me suis amusé, hein, je les ai diffusés sur les réseaux sociaux, mais j'avais fait des playlists pour chaque roman. C'était en gros les chansons soit qui m'ont accompagné dans l'écriture, soit justement celles dont je me suis inspiré au niveau des paroles. Et oui, bien sûr, et vous verrez que j'ai un univers très rock, très métal, mais vous allez retrouver aussi du Stromae, du Queen, enfin en fait, voilà.
Je suis quelqu'un qui a des goûts qui peuvent être très très différents, et la dualité, c'est ça aussi. C'est ça, puis ça donne une résonance du coup à l'histoire, puisque ça fait un sens de plus qui collabore à cette intrigue qui parfois est un peu enchâssée, avec des rebondissements évidemment dont nous ne dévoilerons rien, parce qu'il ne s'agit pas de spoiler les histoires elles-mêmes. Du coup, la matrice de l'œuvre elle-même, c'est à base de chansons, à base d'informations prises dans l'actualité, des coups de colère, etc., par rapport à ce que vous pouvez trouver à droite, à gauche, mais ensuite l'élaboration du livre lui-même. Vous parlez de bêta-lecteurs qui vont être les premiers à essayer de jouer les cobayes, de donner peut-être leur avis sur la manière dont le livre fonctionne ou pas. Et là, j'en arrive pour inclure du coup Nelly au rôle de l'agent. À quel moment entre en ligne de compte le personnage de l'agent littéraire? Est-ce que c'est un bêta-lecteur comme les autres? Est-ce que c'est une éditrice? Est-ce que c'est entre les deux? Comment vous concevez tout ça? Alors, c'est vrai que notre relation, elle est récente. Donc, pour les 3 premiers, finalement, quand on écrit un premier roman, on est tout seul. Parce qu'on est dans une étape aussi où on ne sait pas ce que ça va donner. Voilà, on cache un petit peu nos écrits. Et forcément, au fur et à mesure, quand on a des nouveaux romans qui sortent, on a des lecteurs qui se proposent effectivement de nous aider à relire, soit sur pour juger le fond de l'histoire, soit pour nous aider à corriger. Et c'est forcément très très bénéfique. Alors, moi, jusqu'à maintenant, je ne le faisais pas en cours d'écriture. C'est-à-dire c'était toujours à la fin pour voir si ça fonctionnait. C'est ça. Sur celui que je suis en train d'écrire actuellement, j'essaye effectivement de le faire lire un petit peu au fur et à mesure. Après, pour moi, vraiment, le rôle d'agent, justement, c'est un petit peu tout ça. C'est quelqu'un qui va pouvoir à la fois juger ce que vous avez écrit par rapport à vos romans précédents. C'est quelqu'un qui vous connaît aussi et qui peut pas simplement juger l'écriture en tant que telle, mais juger votre écriture par rapport à ce qu'elle sait de vous. Mais oui, ça va être à la fois sur la cohérence de l'histoire, sur l'aspect correction pure, et c'est aussi pour forcément nous aider à trouver le bon thème de ce roman, parce qu'après, écrire une histoire c'est une chose, écrire un roman c'est une chose, mais après derrière il y a tout le travail d'accompagnement pour aller jusqu'à l'étape finale d'édition. Ça fait beaucoup de missions pour une seule personne. Alors Nelly, en tant qu'agent, comment avez-vous finalement eu l'idée d'épauler Sébastien, je l'appelle votre poulain, peut-être que vous donnez un autre nom finalement aux personnes qui du coup font partie de votre cheptel, je ne sais pas. Alors je ne parle pas de cheptel, je parle de niché. C'est une autre métaphore. Voilà, oui, c'est une autre métaphore, effectivement. J'ai 3 auteurs actuellement dans ma nichée, donc 3 auteurs que je gère en tant qu'agent. Je gère également d'autres auteurs, mais dans le cadre d'une maison d'édition. Là, j'en ai environ une quinzaine. Je fais avec eux à peu près le même travail en amont et après la parution qu'avec les auteurs que je gère en tant qu'agent. Si on prend la parution, justement, la parution d'un roman comme Charnière, j'ai un gros travail en amont, et puis j'ai tout le travail de commercialisation, si je dirais, entre guillemets, du roman, faire connaître le roman aux libraires, le faire connaître dans les salons, parler de l'auteur sur les radios éventuellement quand l'auteur ne m'accompagne pas. Ça, c'est ce que j'appelle le service après-vente par rapport au roman. Mais tout le travail qui est fait en amont, avant la parution du roman, consiste essentiellement, c'est comme ça que moi je le conçois, je me mets dans la tête de l'auteur. Alors imaginez quand je me mets dans la tête qui a déjà plusieurs personnalités. Voilà, on donc, est déjà quand je me mets dans la tête de l'avatar Sébastien Julian, c'est quelque chose. J'écoute du métal que je n'écoutais pas. Il risque d'y avoir une Nelly dans la prochaine histoire. Voilà, donc non, mais plus sérieusement, je ne conçois pas la relecture et le conseil auprès d'un auteur sans être capable d'utiliser ces mots, de parler la langue de l'auteur.
j'ai 3 auteurs totalement différents donc dans ma fameuse nichée. Je fais toujours en sorte, quand je corrige leur roman, leur manuscrit avant la parution, de parler leur langue, d'utiliser leurs mots et de réagir avec leur mental. Je suis une bêta-lectrice, mais un petit peu particulière. Les bêta-lectrices classiques, ou les bêta-lecteurs classiques, lisent par rapport à leur état d'esprit propre. Moi, je relis le en texte. qualité de lecteur, Voilà. pour recevoir l'histoire. Voilà. Vous Moi, êtes du côté de l'auteur. Voilà. Moi, je relis l'histoire en essayant d'être complètement dans la tête de l'auteur et en essayant de savoir au maximum ce que l'auteur a voulu dire. Et quand je propose de changer des mots, quand je propose de changer des paragraphes ou des phrases, c'est toujours dans le respect de l'auteur et c'est toujours en utilisant ses propres mots. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sébastien peut le dire. Oui. Je n'ai jamais imposé un mot qui ne faisait pas partie du vocabulaire ni de l'univers littéraire de l'auteur. Et ça, c'est fondamental. On ne corrige pas un roman comme ça sans avoir cette proximité littéraire avec l'auteur. Donc ça veut dire peut-être se limiter aussi au nombre d'auteurs Tout à dont fait. vous assurez le suivi éditorial, parce que C'est tout à fait ça. c'est compliqué Ouais. d'avoir tant Ouais. d'univers différents. Voilà, tout à fait. Et il y a... Surtout s'il faut écouter tout de suite. C'est l'agent au final qui a plusieurs personnalités. Ça, Oui, aussi. c'est ça. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas avoir des dizaines d'auteurs à gérer en tant qu'agent, parce que il y a en plus à la base une notion qui est fondamentale pour moi, et on est d'accord là-dessus aussi, c'est la confiance. Quand je propose quelque chose concernant Sébastien Julian ou l'un de mes autres auteurs, je le fais toujours en sachant que je ne les trahirai pas, ni d'un point de vue humain, ni d'un point de vue littéraire. Et la confiance, c'est énorme. Voilà. Donc, il faut qu'elle s'établisse, il faut qu'elle soit là au préalable. Après, elle augmente au fil de la collaboration. Mais s'il n'y a pas une confiance de base entre un auteur et moi, je préfère refuser cette collaboration plutôt que de la faire de manière artificielle. Et je dis toujours à mes auteurs, le jour où vous perdez confiance, il faut me le dire tout de suite. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Bien sûr. Voilà. Mais ça veut dire du coup que vous avez connu Sébastien à travers ses écrits, ou alors il y a eu vraiment des séances de faire connaissance, quel est mon univers, j'adore Shutter Island, j'aime bien Ursula Tischbeck. Je pense que c'est un petit peu les deux. Il y a eu un énorme plan de séduction de la part de Sébastien. On s'est rencontrés sur un salon en 2018 et on a concrétisé notre collaboration en fin d'année 2021. Donc il y a vraiment eu une maturation de l'engagement de part et d'autre. Une relation qui se Voilà. construit. Disons que moi, c'est une idée que j'avais depuis quand même pas mal d'années, de faire appel à quelqu'un pour alors, m'assister, m'aider, enfin on peut utiliser tous les termes. Je pense qu'il y a plusieurs axes. C'est à un moment donné, on a besoin de compétences qu'on n'a pas, tout simplement. Et à un moment donné aussi, on a besoin de temps, tout simplement. Enfin, c'est un ensemble de choses. Et effectivement, on a besoin d'un regard sur le travail qui soit pas celui d'un proche au sens, par exemple, peut-être, enfin, si je fais dire ça à ma Les sœur, ma objectifs femme, peut-être, voilà, neutre. très objectif, effectivement, balisé. voilà, neutre et juste, en fait, c'est le terme qui va bien. C'est-à-dire que effectivement, voilà, je sais très bien que si je donne un texte à Nelly, elle va vraiment me dire le fond de sa pensée, et effectivement, elle fera l'effort d'adapter son retour à ce que moi j'ai envie de produire avec cet écrit. Voilà. Et ça, je pense que ça se trouve nulle part ailleurs, puisque voilà, non mais c'est rare en France déjà. Voilà, des lecteurs. Signaler, c'est aussi l'intérêt d'inviter justement un auteur et son agent. C'est rare.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, vraiment, je le dis, parfois quand on dit le fait d'avoir un agent, on se dit oui, mais ça, c'est une fois qu'on a 10 livres et qu'on est professionnel. Et pas du tout. Je pense que c'est au début, justement, qu'on a besoin d'être accompagné. Surtout quand voilà, on veut franchir certains paliers et aussi se rendre compte que, en tant qu'auteur, on a certaines limites. Comme je disais, ça peut être des compétences ou du temps. Et c'est important de formaliser ce soutien. Et le début, ça peut durer combien de livres alors? 3, 4, 10? Alors moi, je suis pas quelqu'un qui a très organisé ni qui a un plan de carrière pour quoi que ce soit d'ailleurs. J'ai très peu de plans, je suis assez opportuniste. Moi, je pars du principe, c'était aussi important de choisir un agent parce qu'à un moment donné, voilà, plus vous avez de livres, vous faites des salons, vous pouvez être sollicité, plus forcément ça prend du temps. Et moi, je veux avoir du temps pour le plaisir d'écrire. Donc, à un moment donné, pour moi, c'était devenu essentiel. Après, combien de livres, combien de temps comme beaucoup, en fait, tant qu'on y trouve un intérêt, une passion, tant qu'on est heureux de le faire, ben, on le fait. Et puis, si ça s'arrête un jour, ça s'arrête. Hein. Je pense qu'il faut... Bien sûr. Mais du coup, ça veut dire que, par exemple, si une idée jaillissait demain, etc., vous la soumettriez d'abord à Nelly ou vous commencez un premier jet, vous lui demandez ce qu'elle en pense une fois que le travail est déjà, en fait... Je pense que je commence le travail. Voilà. Oui. Ça, c'est ma façon de faire. Je suis quelqu'un qui peut être très vite influencé. Je suis à la fois aussi quelqu'un de très têtu. C'est-à-dire qu'en général, moi, l'idée d'un roman... Rien ne faire changer d'avis. L'idée d'un roman, voilà, en général, c'est que je veux attaquer sur quelque chose, je veux mettre une idée en place. Donc, je pense que je vais forcément commencer par voilà, une trame, un début, quelques chapitres. Et après, effectivement, prendre le temps de m'arrêter et puis voilà, de me poser la question, est-ce que voilà, c'est cohérent ou pas, est-ce que... Mais imaginons, vous diriez un exemplaire de plus sur l'histoire du petit Grégory ou l'histoire du procès de Nordal Lelandais, etc. Nelly vous dirait, j'ai par exemple dans mes connaissances l'information que c'est déjà en train d'être traité par un tel, etc. Ça vous arrêterait ou au final il y a de la place pour tout le monde et on peut se diriger vers le true crime, donc c'est-à-dire parler des choses d'actualité, plus que vers la fiction? Je pense que jamais j'écrirai sur quelque chose qui est vraiment trop proche d'une réalité. Ça sera forcément une inspiration. Mais voilà, on parlait tout à l'heure de l'affaire Grégory ou de l'affaire de la petite Malice. J'ai pris des ingrédients en fait de ces affaires-là, mais pour en faire quelque chose d'original, entre guillemets, mais si original ça veut pas dire mieux, mais c'est... Une fiction. Voilà, une fiction. Rester dans la fiction. Pour moi, un livre, ça reste une histoire. Ça reste quelque chose qui doit être crédible, réaliste forcément. Mais c'est quelque chose... Moi, en tant que lecteur, quand je lis un roman, j'aime me dire « Ah oui, effectivement, ça, je ne l'avais jamais imaginé comme ça. » Maintenant, voilà, comme disait Nelly, c'est un travail de confiance. Si jamais elle me dit « Là, tu es complètement hors sujet, voilà, ça ne va pas le faire », je pense que oui, je me remettrai en question à ce moment-là. On ne peut pas être hors sujet quand on est dans son univers, puisque c'est vous qui définissez l'univers qui vous représente. Donc ça serait du, entre guillemets, divertissement, mais qui fasse résonance pour que les gens se posent de vrais problèmes, des questions en fait, de société, et que la fiction ne soit pas complètement gratuite. C'est un peu comme ça que vous concevez la lecture de romans noirs, alors thriller ou policier, vous les rangez dans quelle catégorie? Alors moi je les range plutôt comme du thriller, même si le berceau du talion, pour moi on retrouve les codes du policier aussi. Mais alors ça c'est vrai que c'est une question souvent, pour moi, je le dis, un tête-à-tête en soirée entre un homme et sa femme peut être un très bon thriller. Voilà. Et il n'y a pas forcément d'enquête, de policier. Donc c'est assez complémentaire. Moi ce que j'aime dans le thriller, c'est qu'à un moment donné, effectivement, ça doit être noir, ça doit me prendre de l'intérieur. Enfin voilà, j'ai besoin bien sûr dans l'angoisse, le suspense, le rebondissement, mais j'ai besoin d'être confronté à quelque chose de noir. Voilà, ça c'est ce que moi je recherche en tant que lecteur, mais aussi en tant qu'auteur. Et du coup, Nelly, est-ce que c'est ce que vous recherchez chez Sébastien, du noir, c'est-à-dire qu'il ne se trahisse pas, qu'il garde
cette forme un peu pure de colère, de noirceur, d'humour. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Moi, je rejoins Sébastien sur ce qu'il disait tout à l'heure, que quand on écrit, on s'inspire très souvent ou parfois de faits réels, mais que tout ce qui est écrit tout autour de ces faits réels, c'est de la fiction. Mais la fiction, dans l'univers d'un auteur, il doit y avoir une cohérence. C'est-à-dire que si un jour Sébastien m'envoie un manuscrit où il y a de la poésie, je lui dis non, là tu es en train de te galvauder complètement. Et il faut garder cette unité chez un auteur. Il peut écrire tout ce qu'il veut, mais il faut garder cette personnalité en tant qu'auteur. La personnalité de Sébastien en tant qu'auteur, c'est le thriller ésotérique, principalement maintenant. C'est ce qu'il écrit de manière de plus en plus poussée et de plus en plus précise. C'est vraiment son domaine de prédilection. Il faut absolument qu'il continue là-dedans. Parce que déjà les lecteurs y trouvent de plus en plus de plaisir. Moi je vois bien les retours les chroniques sur les livres. Les lecteurs de plus en plus reconnaissent l'écriture de Sébastien Julian et de plus en plus ils nous disent à la fin le prochain c'est pour quand ? Et alors justement, le prochain c'est pour quand ? Et le prochain est-il dans la même veine avec de l'ésotérisme, avec de plus en plus de précision en fait pour ces vengeances? Il y en aura. Alors le prochain, étrangement, ça sera le seul qui ne traite pas vraiment de la vengeance. Alors j'essaye toujours quand j'écris, quand je me lance entre guillemets dans un roman, qu'il soit quand même différent de celui d'avant. Voilà. Là le prochain, j'ai envie de dire, ça peut presque être vu comme un peu un mélange les trois premiers. C'est un polar ésotérique, on va le définir comme ça. J'y mets bien sûr de mon goût pour le surnaturel, le paranormal, tout en restant dans une enquête policière bien structurée. Et ce que j'aime aussi sur le côté un petit peu paranormal, fantastique, c'est qu'il ne soit pas non plus trop criant, qu'il ne nous tombe pas dessus trop vite. Et encore une fois, qu'on puisse se poser des questions tout au long du roman, se dire mais qu'est-ce qu'il y a au fond derrière tout ça. Voilà, donc ça sera un peu l'idée du prochain, justement. Voilà, on l'a travaillé, on vient de finir de le travailler avec Nelly. Donc après, maintenant, il faut qu'on aille au bout de la démarche. Et il reste donc toute une part du travail à faire. Vous disiez le service après-vente, mais là on n'en est même pas encore au service après-vente, on en est à la vente elle-même. À soumettre le manuscrit auprès des maisons d'édition et ça fait également partie de mon travail. Voilà. Donc, travail qui a vraiment plusieurs facettes. Ah oui, tout à fait, oui, mais c'est ce qui en fait la richesse. C'est ce qui m'intéresse dans ce métier. Pouvoir toucher à plein de choses. En fait, de pouvoir intervenir dans chaque étape entre le moment où l'auteur commence à écrire sur son clavier et le moment où le lecteur tient le livre entre ses mains. Et toutes les étapes intermédiaires, l'agent a la possibilité d'intervenir et d'amener un savoir-faire et un réseau, parce qu'il ne faut quand même pas se voiler la face. Ça fonctionne aussi énormément maintenant par réseau. Et c'est ce qui m'intéresse énormément dans ce métier-là. Voilà. Alors comme nous allons devoir conclure parce que le temps est imparti, c'est vrai que pour nous présenter ce 4e opus la prochaine fois, alors on demande à Sébastien ou on demande à Nelly de venir le présenter. Est-ce que ça serait la même présentation ? Pas du tout. C'est difficile de présenter le livre de l'auteur. On demande à Sébastien, parce que c'est Sébastien qui l'aura écrit, donc moi je peux parler des livres de Sébastien. Les deux présentations peuvent être intéressantes. Oui, les deux peuvent être. Ce serait amusant de les comparer et de voir d'ailleurs si l'auteur présente son livre de la même façon que l'agent finalement l'aurait placé. Oui, tout à fait. Mais vous allez voir, deux personnes vont voir un film, elles ne vous le raconteront pas de la même façon. L'important c'est de ne pas raconter la fin. Voilà. Et le titre alors, il est arrêté ou nous ne le saurons pas ? Si, normalement il est arrêté. Oui. Il a une logique. En plus. Il a une logique dans l'histoire. Donc à partir du moment où le titre a une logique dans l'histoire, il est bien choisi. Et si on change le titre,
forcément, la logique de l'histoire, elle devient un petit peu bancale. Donc il faut effectivement, je pense, garder ce titre. Sauf si un éditeur nous dit « Ah C'est ça. non, moi je... » Donc on va dire que c'est un titre provisoire. Exactement. Est-ce que les auditeurs pourront le connaître quand même ou non? Ça va être l'objet d'une prochaine interview. Moi non, peut-être pas, on va garder secret. Alors on va garder le secret et puis on vous remercie en tout cas d'avoir parlé de ce partenariat, de cette entente, de cette confiance qu'il peut y avoir entre un auteur et son agent littéraire. Et puis bravo donc Sébastien pour les 3 premiers thrillers qui finissent par trouver un public qui attend du coup plus de paranormal ou d'ésotérisme ou en tout cas cette même maîtrise qui fait votre style et du coup qui me plaît. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent aujourd'hui sur Rive FM et à très bientôt Sébastien. À bientôt Sandrine, merci À très de m'avoir bientôt. reçu Merci, sur Sandrine. Rive FM. Merci. À bientôt.